Aujourd'hui, il y a environ 25% des défauts en France d'entreprises qui sont directement causés par une mauvaise gestion de trésorerie. Pour moi, la plus grosse satisfaction, c'est le client qui me fait le retour avant-après du temps que je lui ai fait gagner ou de l'argent que je lui ai fait économiser. J'ai envie de rajouter les clients qui nous ont dit explicitement grâce à Figure, j'ai évité la faillite. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. J'ai envie d'ajouter, et l'argent, c'est aussi de l'argent. Nous, on fournit au DAF ou aux dirigeants toutes les analytiques pour prendre les bonnes décisions. On peut lui fournir des premiers pistes de conseils et après, évidemment, il faudra quelqu'un en manette pour appuyer sur le bouton en fait. Nous, chez Figure, sur la gestion de trésorerie, on veut être très bon pour les entreprises de 500 000 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un outil comme Figure va venir s'intégrer directement avec ta stack d'outils existante et du coup te permettre une gestion hyper fluide et sans aucune contrainte de ta trésorerie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Nerf de la guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super pratiques et de stratégies concrètes pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la guerre, c'est un podcast que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel j'aborderai tous ces sujets de gestion financière pour les PME, sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de pilotage financier pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance et j'étais d'ailleurs déjà passionné par les sujets d'entrepreneuriat. Et j'ai voulu monter ce podcast, Le Nerf de la guerre, pour pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des CEO et des CFO sur leurs enjeux de gestion financière. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois un invité qui m'est très cher, Geoffrey Lair, mon cofondateur et CPO de Figure. Salut François. Bah écoute, ravi de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode ensemble. Comme d'habitude, pour pas déroger à la tradition de ce podcast, je vais te demander de te présenter ton parcours. Donc moi du coup j'ai un parcours ingénieur. J'ai fait des formations en mathématiques et en stats. J'ai commencé ma carrière dans un cabinet de conseil où je faisais des mathématiques pour les banques et les assurances. Donc un parcours assez scientifique et ça m'a amené pour le compte de ces clients-là à commencer à développer des outils, commencer à faire du code, faire des calculs financiers. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je suis entré dans le monde de la programmation via ce biais-là. Et puis en 2020, je crois que tous les deux, on a eu envie de passer à l'étape d'après. On était animés par une flamme d'entreprendre. Et donc voilà, on a monté Figure ensemble. Figure, c'est quoi? Figure, c'est un outil qui vise à démocratiser la gestion de trésorerie pour les TPE et les PME. Depuis très longtemps, il y a des outils qu'on appelle Treasury Management System qui existent pour les grands groupes. Voilà, c'est facile de servir les grands groupes puisque c'est des gens qui ont une grosse capacité à payer, les éditeurs logiciels qui avaient déjà développé des outils. Mais comme souvent, en fait, les TPE et les PME, c'est le parent pauvre du logiciel. Et donc, du coup, on avait toutes ces entreprises qui ne pouvaient pas suivre leur trésorerie correctement. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce qu'aujourd'hui, il y a environ 25% des défauts en France d'entreprises qui sont directement causés par une mauvaise gestion de trésorerie. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on parle de business qui sont sains d'un point de vue économique, d'un point de vue comptable, mais qui, pour des raisons de mauvaise gestion de trésorerie, se retrouvent en cessation de paiement et donc doivent mettre la clé sous la porte. Donc la mission vraiment qu'on a eue avec Figure, c'est de se dire c'est pas censé arriver ça et donc il faut qu'on arrive à trouver une solution simple pour permettre aux gens de gérer leur trésorerie et qui soit compatible avec les contraintes des dirigeants d'entreprises et éventuellement des petites équipes financières, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop chronophage, que ça soit cohérent avec les contraintes opérationnelles du quotidien. Comment on a réussi à faire ça? Au milieu des années 2010, il y a une directive qui est sortie qui s'appelle la DSP2 qui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait permet au logiciel de se connecter aux API bancaires pour récupérer les données bancaires de nos clients, donc de nos clients entreprises, le cas échéant. Et donc, c'est la base de tout pour pouvoir construire un module de gestion de trésorerie, c'est de pouvoir collecter les données bancaires. Donc, on a fait ça en 2020, au début en commençant par servir les clients de TPE et les petites PME. Et puis, au fur et à mesure que le produit il a mûri, maintenant, on peut s'adresser à des clients beaucoup plus complexes, des groupements d'entités, donc des gens qui ont 5, 6, 10 filiales, que ce soit en France ou dans plusieurs pays, ou alors également des structures beaucoup plus complexes, notamment des scale-up qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que tu peux... tu as dit à très juste titre que la gestion de trésor, c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises et a fortiori
les TPE, les PME. Donc grosso modo, ce qu'on dit, c'est que c'est un sujet vieux comme le monde. Pour autant, pour plein de raisons que tu as commencé à évoquer, qu'on va creuser, les logiciels de gestion de trésor n'existaient que pour les grands groupes jusqu'à il y a quelques années. On va creuser le pourquoi juste après, même si tu as déjà évoqué le sujet de la DSP2. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce sujet était géré avant l'émergence de logiciels comme Figure et comment il est géré aujourd'hui par des entreprises qui n'utilisent pas encore un logiciel comme Figure? Alors pour moi, il y a, pour les entreprises qui ne sont pas équipées de logiciels, deux grosses familles. Il y a celles qui ne font rien et en fait qui représentent aujourd'hui une partie non négligeable du marché, ce qui explique du coup les 25% d'entreprises qui font faillite tous les ans à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie. C'est que concrètement, c'est une réalité. Pourquoi en fait les gens ne gèrent pas forcément leur trésorerie? Parce que contrairement à des obligations, payer les impôts, payer mes salaires, payer mes fournisseurs, demain personne va venir vous voir en vous disant tu n'as pas à gérer tes trésoreries, c'est pas bien. Donc en fait c'est plutôt la tâche que vous remettez toujours au lendemain jusqu'à ce que en fait il soit trop tard et que vous soyez dans une situation de stress de trésorerie. Parfois vous arrivez à trouver une solution, parfois c'est pas le cas, c'est trop tard et vous déposez le bilan. Pour celles qui sont un peu plus consciencieuses, un peu plus matures, qui ont déjà mis en place des process, concrètement, qu'est-ce qu'on vient remplacer avec Figure? On vient remplacer un dirigeant ou son assistant ou assistante qui, tous les jours ou tous les quelques jours, va se connecter à son interface bancaire ou à ses interfaces bancaires, ce qui est souvent le cas pour les dirigeants. Ils sont assez rapidement multibancarisés. Ils vont venir en fait télécharger tous leurs relevés de transactions, en général les mettre dans un Excel qui va venir en fait agréger tout ça. Ensuite, ils vont avoir une tâche un peu manuelle de venir enrichir cette donnée, la catégoriser, c'est d'en extraire de la valeur. Et puis, s'ils ont encore un peu de temps à y accorder, ce qui n'est pas souvent le cas, ils vont commencer à se poser sur des problématiques de provisionnel. Ok, je pense que c'est un très bon résumé. Soit on fait rien, soit on a un tableur, mais qui est un peu pénible à maintenir complètement. On voit chez Figure pas mal de clients ou de prospects qui nous disent ouais, mais moi en fait j'ai pas de problème de trésor et je pense que j'en aurai jamais. Et c'est vrai qu'il y a des business qui fonctionnent, qui sont rentables, qui ont un BFR négatif et donc mécaniquement ils ont pas, ou en tout cas pour l'instant, et tant mieux pour eux, ils n'ont jamais eu de problème de trésor. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à ceux-là? Est-ce que si tu n'as structurellement pas de problème de trésor, tu as quand même besoin d'utiliser un outil de gestion de trésorerie? Alors, ma réponse, elle est claire, c'est oui. J'ai envie de dire, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. J'ai envie d'ajouter, et l'argent, c'est aussi de l'argent. Il faut savoir qu'on a près de deux grosses situations. C'est soit effectivement une société qui a un vrai besoin de fonds de roulement, en fait, qui doit avancer de la trésorerie, donc qui doit toujours arriver à piloter ça. Et puis après, on a au contraire des sociétés qui structurellement en fait génèrent de la trésorerie excédentaire. Là, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette trésorerie excédentaire en fait. Est-ce que une société, elle n'est pas censée avoir en fait de la trésorerie à foison sur son compte bancaire qui ne fait rien? Est-ce qu'on la place? Est-ce qu'on monte des nouveaux projets? Est-ce qu'on la redescend aux investisseurs? C'est ça les questions qu'il faut se poser au quotidien. Donc ceux qui sont en stress doivent passer les pas compliqués. Ceux qui génèrent de la trésorerie excédentaire doivent en faire quelque chose. Ouais, complètement d'accord, évidemment. Je suis curieux qu'on découpe un peu maintenant les usages que tu connais évidemment très bien par type d'entreprise. Et je te propose qu'on les prenne qu'on les découpe par taille, mettons par chiffre d'affaires pour faire simple. On a évoqué dans ce podcast avec des DAF que j'ai reçus précédemment les différents stades de développement d'une entreprise et comment on structure la fonction finance à chaque étape. Donc pour rappel, ce qu'on s'était dit, c'est de 0 à 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. A priori, tu te débrouilles à peu près tout seul. Les dirigeants avec les bons outils, ça va. De 500 000, 1 million jusqu'à 5-10 millions, là en général, on commence à te conseiller d'embarquer un directeur financier qui le plus souvent va être externalisé parce que tu n'as pas un besoin full-time, mais tu as quand même des besoins de reporting, de structuration, etc. Et à partir de 10 millions jusqu'à 50, 100 millions, alors désolé, les fourchettes sont un peu larges, mais ça dépend aussi de plein d'autres critères. Là, soit tu continues avec un directeur financier ou carrément une équipe financière externalisée, qui va monter progressivement, soit carrément tu vas commencer à internaliser ton équipe finance.
Je m'arrête là, je m'arrête au-delà de 100 millions parce que c'est des clients qu'on connaît moins chez Figure, qu'on adresse très peu. Mais globalement, on va dire de 500 000 à 50, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu saurais nous reprendre ce découpage et nous dire c'est quoi l'usage type en matière de gestion de trésorerie? C'est quoi la méthodologie que tu préconises en fonction de la taille de l'entreprise et du stade de maturité? Ouais, complètement. Ces différentes tranches que tu as évoquées, elles me paraissent très pertinentes. Je pense qu'avant de rentrer dans le détail, faut vraiment indiquer qu'il faut prendre un petit pas de recul. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes une start-up qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires ou une TPE qui fait 300 000 euros, qui est plus en phase de croissance, c'est très différent. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, au départ, sur la première tranche, jusqu'à 500 000 euros, 1 million d'euros, j'ai envie de dire, quelque chose est mieux que rien. Ça sera mon conseil, c'est ne cherchez pas à faire des choses très compliquées, juste mettez en place quelque chose. Alors c'est typiquement le dirigeant qui va mettre en place son Excel, ou si c'est trop chronophage, typiquement s'il a plusieurs banques, ou alors si le dirigeant est lui-même très opérationnel, prendre un outil simple, Figure peut en être un, mais il y en a d'autres sur le marché. Et l'idée, c'est simplement de se dire, OK, je veux avoir une vision à peu près claire sur mon niveau de trésorerie actuel, mes différents soldes bancaires agrégés tous les jours, avoir une visibilité sur mes quelques engagements court terme, comprendre globalement dans les grandes lignes ce qui s'est passé sur les mois précédents, et puis si j'ai un peu de temps à y accorder, essayer de faire un prévisionnel un petit peu ce qu'on appelle central, c'est de se dire, bon, à horizon 3, 6, 9 mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être en déficit de trésorerie? Pour moi, voilà, c'est quelque chose qui doit prendre entre un quart d'heure et une demi-heure, je dirais, par semaine, après un petit setup initial, mais genre de grandeur, c'est ça. Je recommande vraiment du pragmatisme, parce que souvent le temps est une denrée très rare pour ce type de structure. Une fois qu'on passe le seuil des 500 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il faut toujours rester pragmatique et simple. Il y a néanmoins, selon moi, un enjeu de structuration qui est important. C'est-à-dire, c'est à cette période-là de votre activité que vous commencez à avoir une certaine dette business, une dette d'outils, que vous devez vous poser la question de se dire, on fait des choses comme ça, est-ce que c'est pertinent? Pourquoi on les fait? Comment on peut rationaliser? Et on se rend compte que les entreprises qui prennent le temps de mettre en place cet outil de gestion de trésorerie, ce process, elles découvrent en fait des coûts récurrents qui sont plus forcément utiles pour le business. Ils l'ont été à un moment donné, mais plus maintenant. Et en fait, elles font vraiment des économies. Donc là, on est vraiment dans la phase de rationalisation. Première chose. La deuxième chose, c'est on est encore souvent dans une phase de croissance, en tout cas pour les business qui aspirent à passer du statut de TPE à PME. Et là, on a souvent plein d'idées encore à ce moment-là. Il y a un enjeu de se dire, j'ai 5 projets, je ne vais pas pouvoir tous les mener de front parce que ces projets, souvent, ils vont consommer du cash. Et donc, en fait, comment je traduis des idées en récit financier, en fait. Quel cash je vais devoir immobiliser, à quel moment, comment je vais le récupérer. Et donc là, on va commencer à faire des scénarios de manière un peu industrielle. Et là, c'est pareil. Typiquement, avoir un outil, c'est assez sympa. C'est là que typiquement, on a des clients qui, avant d'utiliser leur Excel, viennent nous voir en disant « Ouais, j'ai essayé de passer à faire des scénarios, maintenant je ne les retrouve plus, j'ai besoin de monter en gamme. » Et la tranche qui vient après, effectivement, plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, le paradigme, pour moi, il change vraiment. C'est que sur ces niveaux-là, ça devient très rare d'avoir un dirigeant CEO ou directeur général qui est seul aux manettes, entre guillemets, du pilotage de la trésorerie, quoi. Souvent, il commence à avoir monté une vraie équipe financière. Alors, pas forcément énorme, mais on parle de 1 à 3 personnes pour moi. Et donc là, c'est plutôt, appelons-le CFO, appelons DAF ou RAF, peu importe, qui va mettre en place le processus de gestion de trésorerie. Et là, la gestion de trésorerie, ça va devenir pour moi un onglet parmi un fichier, parmi un reporting plus complet. Il va suivre sa trésorerie, mais il va aussi suivre son BP, des indicateurs aussi RH. Et donc, typiquement, nous, on va s'inscrire dans un processus de création d'un reporting qui est beaucoup plus complet que la trésorerie. On sera juste une brique. Je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure,
qu'il produit. On a créé Figure en 2020 pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. En quelques mots, on vous permet de synchroniser en temps réel vos flux bancaires et comptables, de les catégoriser automatiquement et d'anticiper les flux futurs grâce au prévisionnel intégré. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi, mais sur un sujet comme la trésor, très honnêtement, Figure va bien plus loin et vous fait gagner un temps fou. Si vous voulez voir comment Figure pourrait vous aider plus précisément, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi, ou si vous préférez découvrir Figure de votre côté, le lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux, pour vraiment rentrer dans le concret, comme on essaie de le faire à chaque fois dans ce podcast, me donner un peu le portrait robot du client type sur chacune de ces tranches? Donc, je sais pas, une boîte qui fait 1 million, une boîte qui fait 8 millions et une boîte qui fait 40 ou 50 millions. Nous faire le portrait robot de l'utilisateur type et de ce qu'il fait concrètement sur Figure. Ouais. Alors, une boîte qui va faire un peu moins d'1 million, autour d'1 million, moi j'imagine typiquement une TPE qui est déjà assez établie sur un business pas forcément traditionnel, mais en tout cas voilà, qui a quelques collaborateurs, un peu moins d'une dizaine. De toute façon, il y a une bonne règle du pouce que je vous donne, c'est faut compter entre 100 et 150 000 euros de business. De CA du coup par collaborateur pour un business sain. C'est un peu plus pour les boîtes de services, c'est un peu moins pour l'artisanat, etc. Mais voilà, c'est la petite règle du pouce que je vous donne qui peut toujours servir. Donc, c'est quelqu'un qui doit aller à l'essentiel. Voilà. Il est encore très opérationnel, il a plein de casquettes. C'est le dirigeant. Hein. C'est le dirigeant, ouais. Il est dirigeant, il est aussi chief legal, il est aussi CFO. C'est probablement la personne qui connaît le plus aussi son produit qu'il vend, son service qu'il vend. Donc, il doit faire plein de choses. Grosso modo, c'est la personne qui va se connecter soit très tôt le matin, soit assez tard le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Voilà, typiquement dans nos logs, c'est ce qu'on observe. C'est quelqu'un qui doit aller à l'essentiel. Donc, qui va avoir un usage assez simple de Figure, qui va avoir une ou deux banques, suivant qu'il a été financé pour des projets d'investissement, etc. Pas de financement, une banque, il a eu des financements, souvent 2 ou 3 banques. Il va avoir un besoin qui est très simple, c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, est-ce que je peux payer mes salaires? Est-ce que j'ai un gros truc que je dois éviter ou pas? Donc simplicité, il ne va pas aller dans des reportings trop compliqués, il ne va pas chercher à avoir typiquement une arborescence à 99 catégories, c'est vraiment genre simple, efficace, je veux avoir la réponse à mes questions. C'est des gens qui sont pas faciles à gérer parce qu'ils sont exigeants, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils sont pressés, parce que parfois ils sont stressés. Et là, clairement, je dis chapeau bas à notre équipe Customer Success chez Figure, qui en fait sait comprendre ça intelligemment et sait vraiment les accompagner dans ces périodes qui sont pas faciles pour eux des fois, parce que la trésorerie c'est quand même sensible et donc vraiment on a besoin de se faire accompagner et se faire comprendre là-dessus. Donc ce gars-là, il se connecte combien de fois et combien de temps à chaque fois sur Figure? Ça va dépendre de 2 usages en fait. Il y a vraiment la stat moyenne pour moi, elle est pas parlante. Je pense qu'il y a vraiment 2 cas d'usage qu'il faut isoler et ça c'est un peu vrai pour tous les utilisateurs. Mais il y a la personne qui, on le dit tout à l'heure, n'a pas trop besoin de trésorerie, qui a pas de problème de trésorerie entre guillemets. Et là en fait, elle va faire du pilotage financier de sa boîte sur la base de la trésorerie et elle va se connecter 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. C'est son outil, c'est son point récurrent avec le pilotage financier. Quand la trésorerie c'est plus un enjeu et qu'on n'est pas très loin des fois de zéro sur les comptes ou qu'on est un peu plus faible, là typiquement c'est tous les jours. Tous les jours le matin à 8h, nous on a un pic d'activité sur nos logs qu'on observe. À 8h, 9h, on a tout le monde qui est sur le front. Ouais, ok. Donc voilà, la personne elle se demande est-ce que je vais pouvoir combien j'ai en trésor sur tous mes comptes, est-ce que je vais pouvoir payer telle facture, etc. Donc voilà, c'est son début de journée commence avec Figure. Sur les clients qui sont un peu plus gros, de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions, on commence à avoir une transition qui s'opère. Typiquement, le dirigeant, il commence à déléguer. Il est toujours souvent en fait beaucoup sur Figure, mais il commence à avoir un assistant, une assistante, un RAF, un comptable qui l'aide, qui l'accompagne. Il va déléguer la partie maintenance de l'outil, la partie je vérifie que mes informations sont catégorisées, labellisées correctement. Et par contre, sur la base de ce qu'il voit comme dashboard, comme reporting qui est construit, là, il va prendre des décisions. Typiquement, je parlais des scénarios tout à l'heure. C'est lui qui va construire le scénario de dire je suis une boîte qui permet d'installer
des équipements pour les Jeux Olympiques de Paris, par exemple. On a un client qui fait ça. Ça va me permettre de générer tant de business, mais je vais devoir immobiliser de l'argent en amont parce que je dois acheter de la marchandise, je dois recruter des gens en plus, je dois avoir des intérimaires, etc. Comment ça va se traduire sur mes chiffres? Et c'est lui, typiquement, qui, voilà, à la fin, se dit « Ok, j'ai envie de faire ce projet » ou alors « Ah non, trop compliqué, je l'abandonne tout de suite. » Ok. Sur la partie beaucoup plus grosse, sur les gens qui vont faire 5, 10, 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, vraiment, les gens pilotent plus leur activité sur la base du cash. Ils ont un pilotage économique qui est en place, qui se base sur un BP qui a été communiqué, validé, challengé avec les investisseurs, parce qu'il y a souvent des investisseurs qui sont dans le cercle. C'est rarement un bonhomme tout seul qui prend toutes les décisions quand on commence à parler d'entreprises qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est moins vrai pour des PME familiales, mais bon, voilà, je parle quand même des cas d'usage les plus courants. Et là, concrètement, en fait, on va revenir à l'essence de Figure, c'est-à-dire Figure, c'est une Formule 1 pour agréger les données bancaires et faire un reporting ultra précis, ultra robuste, ultra fiable, qu'après on peut intégrer dans d'autres outils. Donc on va, pour ceux auxquels ça parle, on va produire un document qui s'appelle le cash report, donc le reporting cash, le reporting de trésorerie, qui va venir compléter des reportings sur les ressources humaines ou sur l'activité économique plus généralement. Ok. À la fin, je n'ai pas du coup parlé de qui utilisait Figure très concrètement dans le dernier cas. Là, ça devient une armée. On a 2, 3, 4, 5 personnes qui sont connectées sur Figure. L'équipe finance. Voilà, l'équipe finance. Et ce qui est super intéressant, par contre, c'est vrai que je l'ai présenté de manière un petit peu restreinte. Figure, ça devient aussi un outil super simple pour trouver de l'information sur la donnée bancaire. Ça, c'est un sujet que je n'ai pas forcément mis en avant et en fait qui est applicable dès, pour moi, les 2 premières classes. Mais c'est, j'ai une question, ma compta n'est pas toujours à jour, mes interfaces bancaires, j'en ai plusieurs. Sur Figure, c'est à jour et j'ai tout au même endroit. Ouais. Est-ce que tel client m'a payé? Est-ce que j'ai payé tel fournisseur? Est-ce que j'ai un doute, j'ai bien été prélevé de ma TVA le mois passé? Ou est-ce que ce mois-ci, le prélèvement TVA, URSSAF a déjà été fait? C'est des petites questions, mais qui en fait peuvent avoir un impact important et où en fait on n'a pas envie de tergiverser, quoi. Quand on se pose la question, il faut qu'en 10 secondes, on ait la réponse. Et effectivement, sur des outils plus traditionnels, c'est pas toujours évident. Ouais, en termes de temps, c'est incroyable, mais en fait, ça m'arrive très souvent d'avoir encore cette discussion, les gens qui disent ouais, du coup, est-ce que vous me faites gagner une demi-heure, 1 heure, 2 heures par semaine? Je leur dis ok, combien vous avez payé de TVA en janvier, février, mars de l'année dernière? Et en fait, sur les interfaces bancaires, il y a des limitations à 3 ou 6 mois, ils n'ont pas donné. Le mieux qu'ils peuvent faire, a priori, s'ils n'ont pas déjà un fichier historique retrouvé, l'Excel, c'est envoyer un mail à leur comptable pour avoir cette info. Ça va leur prendre 1 semaine d'avoir une réponse parce qu'il est sous l'eau, il est en train de déclarer la TVA pour tout le monde, etc. Sur Figure, il va avoir la réponse en 5 secondes. Ouais. Donc on fait gagner plusieurs fois par semaine 2 heures à nos clients. Oui, complètement. Est-ce que, donc nous, on va, tu l'as bien résumé, adresser des clients qui sont assez différents les uns des autres. Question un peu piège, mais est-ce que tu as un client préféré? Je rappelle qu'on a un peu plus de 1000 clients aujourd'hui chez Figure. Est-ce qu'il y a un client que tu apprécies particulièrement parce que toi qui es aux manettes chez nous du développement produit, il en a un usage parfait ou quasi parfait? C'est une question qui est très compliquée parce que pour moi, la plus grosse satisfaction, c'est le client qui me fait le retour avant-après du temps que je lui ai fait gagner ou, comme je le disais tout à l'heure, de l'argent que je lui ai fait économiser. Je prends un exemple, mais sur des profils scale-up qu'on accompagne de plus en plus aujourd'hui, on a des jolis scale-up qui ont fait des belles levées de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. C'est des gens qui nous ressemblent beaucoup humainement, qui ont fait les mêmes parcours universitaires ou académiques que nous, on parle le même langage. C'est très facile, on sent concrètement la valeur que l'on adresse et ils savent nous le donner avec leurs mots qui sont aussi les nôtres. Donc ça, c'est super intéressant. Mais moi, j'ai aussi un autre type de retour qui me fait très plaisir. Celui-ci, il est beaucoup plus complexe, mais c'est sur des gens avec lesquels on n'a pas du tout le même langage, des gens qui viennent du métier beaucoup plus opérationnel. Je pense par exemple à
Je gère un réseau de franchisés de pompes à chaleur. Au début, j'étais installateur de pompes à chaleur et comme j'étais un business guy, j'ai développé mon réseau, etc. Et en fait, voilà, je suis pas toujours dispo pareil, j'ai pas toujours la même habitude de me poser sur un ordinateur, mais je sais pas exactement ce que je veux. Mais en fait, avec l'accompagnement que Figure propose, j'arrive à mettre en place un truc qui tient la route et qui m'aide en fait à passer à l'étape d'après, c'est-à-dire typiquement, je passe de 1 million à 5 millions d'euros sainement et sereinement parce que j'ai été accompagné de Figure. Ils me le disent en général moins directement, mais moi, je vois aussi la valeur qu'on crée pour ces gens-là. Ouais, ça, je confirme, des cas d'usage qui sont hyper gratifiants, complètement. Et j'ai envie de rajouter les cas d'usage, les exemples de clients qui nous ont dit explicitement, grâce à Figure, j'ai évité la faillite. Parce qu'on en a eu plusieurs fois. Des gens qui avaient des vraies difficultés de gestion de trésorerie, hein, comme tu l'évoquais, pas forcément de problèmes de fond sur le business, un business globalement rentable et profitable, mais du fait de la saisonnalité, de swing de BFR, pouvaient se retrouver dans des vraies situations compliquées qu'auparavant ils n'arrivaient pas à gérer et qu'avec Figure, on trouvait des solutions hyper concrètes pour avancer sereinement, quoi. J'ai une question encore plus piège. Est-ce que y a des clients que tu considères comme des cadeaux empoisonnés, des clients que tu préférerais ne pas avoir? Il y en a. Pour moi, le client qui est le plus compliqué à gérer, c'est le client qui est pas dans un état d'esprit de pragmatisme. Je prenais un exemple tout à l'heure en disant, si vous avez une entreprise qui fait autour de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, un peu moins, etc., le but, quand on met en place un système de gestion de trésorerie, c'est que ça marche, c'est que ça ne doit pas être parfait. Et donc, moi, le pire client, le pire prospect, c'est le client qui veut une intégration avec 45 outils sur mesure et un ERP, alors qu'il fait encore 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, qui est prêt à passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur un sujet qui devrait être adressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près à son stade de développement 15 minutes, 20 minutes par semaine max. Et en fait, c'est souvent un gros défaut que certains entrepreneurs peuvent avoir et qui va justement les empêcher en fait, de passer à l'étape d'après. Ouais, complètement d'accord. Est-ce que chez Figure, on a dit, hein, toi qui es aux manettes, tu es CPO, cofondateur et CPO. CPO, ça veut dire Chief Product Officer. Ça veut dire que grosso modo, tu es aux manettes du développement produit. Est-ce que tu l'as fait un petit peu en intro, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur l'évolution du produit qu'on a connu de 2020 à aujourd'hui 2025. Ça a été quoi pour toi les 3-4 grandes phases par lesquelles on est passé en termes de développement produit et surtout de proposition de valeur du point de vue de nos utilisateurs? Oui, alors pour moi, il y a effectivement 3 phases. Je dirais la phase MVP ou MVP+. Ça a été la partie je suis en capacité de centraliser les données bancaires de mes clients. Donc on se connecte à aujourd'hui toutes les banques françaises, en fait même une bonne partie des banques ouest européennes. On permet aux gens d'avoir un onglet transactions sur lequel, un peu à la manière d'une interface bancaire classique, mais appropriée au cas d'usage spécifique des entreprises, ils vont pouvoir venir enrichir leurs transactions, les catégoriser, faire un reporting personnalisé et puis construire un prévisionnel simple. Donc ça a été la première phase, besoin très basique. Je récupère les données bancaires, je construis un tableau par catégorie, type d'entrée-sortie et par mois. Et après, sur cette base-là, je fais un prévisionnel. On a réussi à embarquer plusieurs dizaines de clients comme ça au début, donc en 2020. Et puis après, quand on a voulu aller un petit peu plus loin, on a intégré une brique de prise de décision. Donc là, on était plutôt en 2021-2022 où on s'est dit, bon, les gens, ils veulent pouvoir utiliser leur prévisionnel de trésorerie pour commencer à prendre des décisions, enfin leur prévisionnel, leur outil de gestion de trésorerie de manière plus globale. Donc à la fois, on a rajouté des graphiques d'analytics. Vous pouvez faire des camemberts, des graphiques. Je ne fais pas tout le tour des graphiques, mais voilà, l'idée, c'est ça pour analyser l'évolution des postes de dépenses, des postes de recettes. Est-ce qu'il y a des évolutions anormales? Est-ce qu'il faut prendre des actions? Est-ce qu'il faut corriger? Ça, c'est sur la partie historique. Et sur la partie prévisionnelle, c'est de se dire, si jamais je veux mettre en place un nouveau projet, postuler un appel d'offres, quelles sont les recettes que j'estime pouvoir gagner, quels sont les coûts, quelles sont les charges que je vais devoir engager typiquement en amont de ce projet-là. Et d'un point de vue cash, est-ce que ça me met dans une position de stress? Si oui, quels moyens je trouve pour aller me financer? Donc on était vraiment là plus dans la prise de décision. Ça, c'était pour moi la deuxième phase. Courant 2023-2024, on est passé dans la troisième phase
où là, on a commencé en fait à adresser des besoins un peu plus complexes. C'est là qu'on a intégré des briques comme la consolidation, c'est-à-dire gérer très proprement des gens qui vont avoir 3, 4, 5, 10 entités, qu'elles soient sur le territoire français, mais qu'elles soient aussi sur des territoires étrangers avec des problématiques notamment de change, donc de devises étrangères. C'est là qu'on a intégré des sujets intéressants comme de la prévision au jour le jour pour un pilotage de trésorerie très fin. On va dans une dernière phase un peu plus mature qui nous permet aujourd'hui en fait d'adresser parfaitement des besoins d'entreprises qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. C'est quoi le plus gros succès, la plus grosse fierté selon toi, la plus grosse fierté que tu as au niveau de la construction du produit chez Figure? Je vais prendre de la hauteur et je vais répondre, c'est l'équipe produit et en fait c'est l'équipe tout court en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toi et moi, on vient de milieux très financiers. On a fait 3-4 ans de conseils sur des majors en audit, en finance, en M&A. Et en fait, on a réussi à embarquer dans ce projet des gens qui ne sont pas de culture financière à la base et à les former. On a dans l'onboarding Figure des formations sur les états financiers, sur comment les gens ils gèrent la trésorerie. On a des revues de cas d'usage toutes les semaines. Et en fait, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des gens sur l'ensemble de la chaîne, à la fois au support et aussi les développeurs qui codent concrètement les fonctionnalités chez Figure, qui comprennent bien le business dans lequel ils sont et qui aujourd'hui font des choses cohérentes. C'est super important ça parce qu'en fait, sans ça, c'est ce qui fait que vous restez à deux à développer un logiciel. Et aujourd'hui, on a une vraie équipe qui nous permet de continuer à développer nos fonctionnalités et à adresser des comptes toujours plus gros avec une expérience utilisateur toujours plus fluide. La suite, c'est quoi ? Dans quel sens on avance ? La suite, c'est quoi ? Quand je prends un pas de recul, mon étoile polaire, entre guillemets, c'est je me rappelle quelle était ma motivation quand j'ai monté ce business, c'est de se dire, nous, on veut démocratiser les fonctions les plus importantes qui existent déjà sur le marché pour les gros acteurs. Et donc, les gros acteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent placer leur trésorerie. Typiquement, aujourd'hui, il y a des taux court terme qui sont super intéressants. On est en train de travailler là-dessus et ça sort bientôt. Ils peuvent obtenir du financement. Ça, c'est super important. Et de manière générale, c'est tout simplement en fait, d'avancer, c'est de se dire quand le dirigeant il a une question sur la donnée bancaire, c'est chez Figure qu'il trouve la réponse. Et donc, ça peut aller même jusqu'à devenir une néobanque demain. Ouais. Ok, super intéressant. Donc, la vision, c'est vraiment de se dire 2020 jusqu'à 2024, 2025, on est un SaaS de pilotage, c'est-à-dire on analyse, on prévoit nos flux avec une vision 360 degrés, passé, présent, futur. À partir de 2025, et ça démarre tout de suite, on commence à se mettre en action. C'est-à-dire, on prend des actions concrètes à partir de la plateforme. Tu l'as évoqué, placement de trésor, financement, peut-être paiement un jour, assez rapidement d'ailleurs, je dis un jour, ça pourrait arriver assez rapidement. Est-ce que moi, quand je présente cette vision-là en tant que CEO, je dis souvent que Figure a pour ambition de se substituer à l'interface bancaire B2B, enfin aux interfaces, parce que tu as dit que la plupart de nos clients avaient plutôt 2-3 banques en moyenne. Est-ce que tu es d'accord avec cette formulation que Figure, demain, doit être un substitut complet, c'est-à-dire que si tu as Figure, tu n'as plus besoin de te connecter sur l'interface de ta banque traditionnelle parce qu'à la fois, tu peux consulter ton information avec évidemment une profondeur d'analyse et de projection qui est bien plus intéressante et toutes les actions que tu pourrais avoir envie de prendre dans ton interface bancaire, à savoir a priori principalement le paiement, l'initiation de virement, le placement ou le financement, tu peux aussi les prendre dans Figure. Tu as complètement raison, François. Un des gros marchés, un des gros axes de développement de la fintech en Europe, c'est clairement ce qu'on appelle l'embedded banking aujourd'hui. C'est le fait, si je vulgarise, de pouvoir fournir des services financiers quand soi-même on n'est pas une banque, voilà, pour le dire assez simplement. Et la question, c'est qui, en fait, va avoir la part du roi sur ce trésor de guerre. Il y a des acteurs qui ont commencé par de différents points de départ. Conto a commencé néobanque et maintenant fait un peu de compta. Pennylen a commencé par de la compta, maintenant fait de la banque. Il y a des acteurs fintech qui commencent aussi à intégrer des néobanques, et des acteurs plus business qui commencent à permettre d'ouverture de compte bancaire. C'est un terrain de jeu qui est super excitant. Il va falloir bien comprendre les cas d'usage utilisateurs, ça c'est super important pour arriver à
permettre aux gens d'avoir un compte bancaire simple, un logiciel de gestion des dépenses simple et qui répond vraiment à leur cas d'usage, à un prix abordable, avec une bonne UX. Donc super challengeant. On parle beaucoup d'IA en 2025, on parlait déjà en 2024. C'est quoi on nous pose souvent la question, hein, c'est quoi la vision IA de Figure? Comment on prévoit de l'intégrer dans le produit? Alors, moi, je l'ai laissé entendre en introduction, mais effectivement, moi, du coup, j'ai une formation d'IA à la base. J'ai fait une école qui s'appelle l'ENSAE, qui est une des écoles numéro 1 en France là-dessus. Historiquement, moi, ma vision de l'IA, en fait, elle est un peu à contre-courant de ce que les gens pourraient... ce à quoi les gens pourraient s'attendre. En fait, pour moi, l'IA, l'intérêt, il est relativement modéré pour le prévisionnel de trésorerie. On a fait, en fait, de l'IA assez tôt dans Figure pour faciliter la création, enfin faire des prévisions automatiques, pardon. Et le retour qu'on avait, c'est que les gens, ils veulent... La trésorerie, c'est quand même un sujet assez sérieux. Et en fait, quand les gens, ils ont des prévisions de trésorerie automatiques, ils veulent comprendre concrètement comment ils ont été sortis. Donc, moi, la conviction que j'ai, qui n'est même pas une conviction, en fait, la validation que j'ai eue auprès des utilisateurs, c'est tant que tu ne sais pas m'expliquer à l'euro près comment et pourquoi tu as construit tes prévisions de trésorerie, ça ne marchera pas. Par contre, je crois beaucoup à l'IA pour simplifier et gagner du temps sur tout ce qui est chronophage. C'est-à-dire avoir un reporting qui est plus facilement à jour, avoir une capacité à interagir avec les logiciels. Ça, pour moi, c'est super important. Un truc qu'on néglige encore trop, c'est aujourd'hui, les logiciels, ils commencent à avoir des interfaces où, surtout dans la fintech, où tout le monde rajoute des fonctionnalités. C'est un petit peu compliqué. On a des logiciels par brique où on a 3, 4, 5 trucs. Tout le monde ne maîtrise pas tout. Tout le monde n'est pas intéressé par tout. Et donc, l'IA qui, typiquement, me permet d'interagir avec les fonctionnalités d'un logiciel via un chat, super intéressant. On parle beaucoup de LLM, c'est des espèces de modèles d'IA qui ont servi notamment à OpenAI et autres gros acteurs à sortir ce que vous connaissez, ChatGPT, etc. Et en fait, ces modèles-là, ils peuvent être utilisés de manière ultra simple. Vous avez un logiciel, il sort une documentation API et ça permet à l'utilisateur non technique d'interagir directement avec l'API du logiciel. Ça, moi, j'y crois à fond et je pense que typiquement, ça va permettre de repenser complètement la façon dont on interagit avec les logiciels à l'avenir. Ouais, la vision, si je la retranscris, c'est on ne fait pas de la gestion de trésorerie en automatique parce que la gestion de trésorerie, c'est un sujet où faut mettre les mains dedans, enfin, les yeux et les mains dedans, s'y intéresser, s'impliquer. Par contre, ça va permettre de simplifier des processus qui autrefois étaient soit complexes, soit pénibles à gérer, quoi. Ok. On voit aussi beaucoup dans l'IA l'émergence d'agents, alors agents conversationnels ou autres. Est-ce qu'il y a un cas d'usage à imaginer là-dessus, une espèce d'assistant vraiment sans faire insulte au métier de DAF du tout, parce que on le sait je les respecte beaucoup puisque je reçois quasiment que des DAF dans le podcast, mais une sorte de mini DAF embarqué dans Figure, powered by AI, qui évidemment se substitue pas à un vrai DAF et toute la subtilité de son métier, mais qui sur des premières couches relativement simples peut donner des premiers éléments de conseil. Bah, complètement. En fait, c'est l'extension naturelle de ce que j'ai dit tout à l'heure en disant tu vas aller interagir avec les API de ton logiciel. Donc, les API elles vont te permettre d'échanger de la donnée, soit d'aller la lire, soit d'aller l'écrire. Et une fois que finalement, en fait, tu peux, via ton chat, récupérer des données de l'API, tu peux faire des trucs avec. Tu peux imaginer construire des reportings personnalisés sur tel ou tel sujet et avoir un dashboard qui n'appartient qu'à toi, qui n'est pas le même que tout le monde. Tu peux lui demander de te calculer des ratios qui sont spécifiques, pareil, qui n'existent pas dans le logiciel. Tu peux lui demander de te poser des conseils. Tu peux lui demander aussi demain, ça pour moi, il faudra faire super attention sur la confidentialité des données utilisateurs. Mais demain, on peut aussi imaginer, si c'est très bien encadré, des informations du type si je reprends mon exemple de gars des pompes à chaleur tout à l'heure, j'ai un réseau de franchise de pompes à chaleur, comment mon business il se comporte, est-ce que je suis bon, est-ce que je dépense trop sur tel secteur d'activité, est-ce que je dépense pas assez, et d'avoir vraiment un coach en fait, et de dire, en fait, ce qu'on peut arriver à faire à terme, je pense, c'est de se dire, nous on fournit au DAF ou aux dirigeants toutes les analytiques pour prendre les bonnes décisions. On peut lui fournir des premières pistes de conseils, et après évidemment il faudra quelqu'un en manette pour appuyer sur le bouton en fait. Ouais. Complètement. Question toujours difficile, mais
Justement, tous ces modules d'IA, je vois que tu as pas mal d'idées et le sujet a le vent en poupe. C'est quoi le timing selon toi si tout se passe bien, tu aimerais pouvoir embarquer tout ça à quel moment dans Figure? On commence à avoir on a vu une vraie maturité pour moi sur l'année 2024. Des modèles de plus en plus performants, des frameworks aussi techniques qui permettent de manière réaliste de passer de la phase de POC, donc de Proof of Concept, à une phase de déploiement en production. C'est souvent ça en fait le gros risque avec les travaux IA, c'est d'avoir un bonhomme de l'équipe qui bosse un peu dans son coin sur des scripts et qui est rien derrière, qui sont intégrés en production. Là, on commence à être mature pour le faire, donc je pense que 2025, ça va vraiment être l'année du déploiement. Ouais. Ok. J'ai envie de parler un peu de l'environnement dans lequel on évolue. On est dans un écosystème fintech B2B où il y a pas mal d'acteurs, notamment je pense à des mastodons dont on entend beaucoup parler comme Pennylane, Conto, qui sont des super boîtes, des super produits. Enfin, ravi que tu nous donnes ton avis. On entend régulièrement des gens qui, alors selon moi et selon toi aussi, je crois, se trompent en disant que des boîtes comme Conto ou Pennylane sont des concurrents pour Figure. Est-ce que tu peux nous donner ta vision de ça, expliquer pourquoi, selon nous, Conto, Pennylane ne sont pas des concurrents? Ouais, alors pour moi, l'idée c'est toujours pareil, c'est de se dire quand vous êtes un entrepreneur, il faut identifier vos besoins et après savoir quantifier chacun de vos besoins. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur les sujets financiers, vous avez besoin d'une brique de base ou ce qu'on appelle un all-in-one, donc un outil de base qui va vous permettre, si vous avez des besoins simples en facturation, si vous avez des besoins simples en gestion du cycle achat, vous allez mettre en place un all-in-one. On peut parler de Conto, on peut parler de Pennylane, on pourrait même parler aussi également d'Axonote qui est sur ce positionnement-là. Et après, c'est toujours pareil en fait, c'est une question, est-ce que je fais tout à 80% ou est-ce que je fais une ou deux choses à 95-100%? Nous, chez Figure, on a plutôt pris la deuxième position en se disant, OK, sur la gestion de trésorerie, on veut être très, 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 très bon pour les entreprises de 500 000 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ce qui va se passer, c'est si, typiquement, vous avez un besoin qui est très basique, très standard en gestion de trésorerie, que vous voulez juste simplement avoir vos données bancaires qui remontent et qui sont labellisées, sans reporting particulier, vous allez très souvent trouver votre bonheur avec un Conto ou un Pennylane. Et puis quand vous allez vouloir personnaliser encore davantage votre reporting analytique, quand vous allez vouloir vous connecter à des banques un peu obscures, quand vous allez vouloir faire un prévisionnel avec des modalités un peu complexes, là vous allez venir plutôt chez nous. Ouais. En fait, l'usage, moi, la façon dont je le formule souvent, c'est si tu démarres ta boîte, tu as besoin de fonctionnalités évidentes qui sont un compte bancaire et un outil de facturation. Et donc, tu disais, Conto était une néobanque et est devenu un outil de compta après compta. Pennylane, l'inverse, on est parti de la pré-compta et on est allé vers la néobanque. Et donc, les deux, finalement, se rejoignent sur ces briques-là, ils font évidemment plein d'autres choses. Hein. Ça, je ne résume pas à ça, dont notamment du suivi de trésorerie basique. Donc, mon conseil, c'est souvent, quand tu démarres, ton premier outil de digitalisation de ta fonction finance, ça ne doit pas être Figure. Ça doit être un outil comme ceux que tu as cités, Axonote, Conto, Pennylane, Evolise, il y en a plein. En revanche, à partir du moment où tu franchis un certain cap, qu'on fixe à 500 000, 1 million, ça dépend de tes problématiques. Là, tu dois avoir une gestion proactive de ta trésor pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure. Hein. On n'est jamais sur des trucs très compliqués, mais tu as des créances clients, tu as des dettes fournisseurs, tu as de la TVA décaissée à M+1 ou tous les trimestres, tu as de l'URSSAF. Donc que des trucs isolément qui sont faciles à gérer, mais mis bout à bout de façon glissante, ça devient vite un enfer. Tu finis forcément, même en étant rigoureux, par te faire surprendre. Donc là, faut prendre le taureau par les cornes et avoir une gestion proactive qui peut se faire soit sur tableur avec tous les inconvénients qu'on a évoqués tout à l'heure, ou sur un outil de gestion de trésorerie spécifique qui va venir se brancher à tes outils existants. Tu utilises Conto, tu utilises Pennylane, tu utilises Axonote, un outil comme Figure, parce que c'est notre métier comme on dit, pure player.
va venir s'intégrer directement avec ta stack d'outils existante et du coup te permettre une gestion hyper fluide et sans aucune contrainte de ta trésor. Donc ça, c'est le cas d'usage typique et on a plein de clients communs avec tous les acteurs qu'on a cités. Ouais, pour résumer, je pense ce propos qui est très juste en une stat, on a environ 35-40% de nos utilisateurs qui aujourd'hui sont les clients de soit Conto, Pennylane, Axonote, Odoo, Libéo, etc. Qui proposent quasiment tous en fait des modules de gestion de trésorerie à la base. Et donc s'ils nous utilisent en plus, ça veut bien dire que y a le besoin basique qui est couvert très bien par ces éditeurs de logiciels là. Et dès qu'il y a un besoin qui devient un petit peu sérieux, c'est là qu'on arrive à la rescousse. On l'a déjà un peu évoqué au tout début de l'échange, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi cette notion, cette catégorie de logiciels de trésorerie, elle n'existait pas il y a encore 5-6 ans? C'est quoi les facteurs qui ont fait que une boîte qu'on a pu développer une boîte comme Figure et qu'on n'aurait pas pu le faire si on avait eu l'âge et l'expérience il y a 15 ans? Alors, elle existait, cette catégorie, mais elle était invisible pour le commun des mortels, en fait, si je peux le dire ainsi. Si vous étiez Areva ou AXA, vous aviez un logiciel de trésorerie il y a 10 ans, hein, je vous rassure. Non, par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, historiquement, vous aviez des coûts de mise en place, des coûts de développement qui étaient beaucoup trop élevés. Et donc, d'un point de vue éditeur de logiciel, c'était assez simple. C'était, si jamais j'ai un très gros compte en face de moi, je peux lui facturer plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d'euros par an pour fournir un service de gestion de trésorerie et des fonctionnalités avancées, du développement custom, etc. Et ça marchait très bien. Et c'est comme ça que ça a marché pendant très longtemps. La contrepartie, c'est que du coup, les parents pauvres, c'était les TPE et les PME. Les banques, elles n'avaient pas forcément intérêt à faire bouger ce statu quo, entre guillemets, ou cette absence de service. Et donc, la Commission européenne, elle a sorti donc différents règlements, mais notamment la DSP2. Alors, on tape souvent sur la Commission européenne, souvent son nom, mais elle fait quand même aussi des choses intéressantes. Et donc, cette régulation, en fait, l'esprit de cette régulation, c'est quoi? De ce règlement, c'est de forcer les banques à ouvrir des API qui permettent à des fintechs, donc des nouveaux entrants, de venir interagir avec les données bancaires. Interagir avec les données bancaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir récupérer donc, les informations qu'il y a sur les comptes, les soldes bancaires, les transactions bancaires. Ça veut dire aussi pouvoir déclencher des paiements depuis un service tiers. Ça, grosso modo, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça a permis à des nouveaux acteurs qui avaient une volonté d'innover de pouvoir le faire et de ne pas compter sur le bon vouloir des banques qui ont plein d'autres sujets à gérer pour innover sur cette thématique-là. Donc, il y a des fintechs qui se sont montés à partir de 2016, 2017, 2018, 2019 en se disant, bon, on va pouvoir récupérer, on va pouvoir interagir avec les banques de nos clients par API et ça nous ouvre un champ des possibilités super intéressant puisque une connexion API, en fait, à développer, c'est pas très compliqué. Notamment quand on passe par des tiers, donc c'est le job, c'est le business de pouvoir se connecter pour vous à toutes les banques. En fait, vous faites un développement API et vous pouvez directement récupérer tous les soldes et toutes les transactions de vos clients. Donc, il y a vraiment eu, dans la deuxième partie des années 2010, un coût d'entrée sur le marché, un coût d'entrée sur le développement qui a vraiment beaucoup chuté. Ça ne s'est pas fait sans accroc, parce que cette réglementation, elle a mis du temps à passer de la théorie à la pratique. Et c'est vraiment en fait vers l'année 2020-2021 qu'on a commencé à avoir des vraies API stables. Mais depuis que c'est le cas, là, on peut récupérer en fait, beaucoup plus facilement qu'avant et à un coût quasi nul en fait, pour le client ces données bancaires, ce qui n'était pas le cas avant, pour les TPE et les PME. Ouais, qui est évidemment la brique de base pour un logiciel de gestion de trésorerie, c'est de ne pas pouvoir se connecter en direct aux données bancaires. C'est évidemment pas idéal, donc c'était le bloqueur et c'est aussi cette directive, la DSP2, au sens large, ce qu'on appelle l'open banking, qui a permis l'émergence de tout cet écosystème fintech, puisque ça a permis d'ouvrir le marché à d'autres acteurs que les banques, avec un niveau d'agilité évidemment bien plus important, puisque les banques sont beaucoup plus contraintes dans leurs enjeux de développement. Ok.
Pour terminer, j'ai envie de parler un peu de l'organisation d'une équipe produit, parce que c'est un sujet qui intrigue souvent beaucoup les gens qui ne travaillent pas dans le secteur. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer dans les grandes lignes comment vous êtes organisé au sein de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe produit chez Figure, à quoi ressemble l'équipe et comment vous avez l'habitude de travailler dans les grandes lignes? Ouais, bah, un premier élément qui est super important à avoir en tête, c'est que chez nous, en fait, on n'a pas de distinction tech et produit, ce qui est le cas dans beaucoup d'entreprises. On en revient un petit peu, de ça, mais je pense que c'est dû au fait que moi, j'ai un parcours technique à la base. Et donc, en plus de porter la vision produit, je porte aussi la réalisation. Alors, évidemment, je suis pas tout seul, heureusement, je suis accompagné par notre équipe. L'idée, c'est... moi, j'aime bien, en fait, pour répondre à cette question, suivre un feedback ou inscrire comment une fonctionnalité elle se développe. Grosso modo, une fonctionnalité, elle vient de 3 pôles. Elle vient du feedback utilisateur. Ça, c'est typiquement nos Customer Success Officers, donc les gens qui accompagnent nos clients à la prise en main et au support quotidien de l'outil, qui me les remonte. Donc sur HubSpot, un tag Geoffrey et ça me remonte. Et donc ça nous permet d'avoir une vision un peu complète de la chose. Ça vient de l'analyse de ce que font les concurrents, les autres outils de manière générale. C'est super intéressant de se dire j'ai un concurrent, j'ai un outil dans l'écosystème qui fait telle fonctionnalité. Est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce qu'elle serait pertinente en tant que telle? Est-ce qu'elle doit être modifiée? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que je pense qu'il se trompe? Ça, c'est super intéressant de se challenger, de se remettre en question. Et puis après, je pense qu'honnêtement, il ne faut pas se mentir, c'est aussi notre job d'anticiper le besoin des gens et de se dire, en fait, je pense que la direction dans laquelle on doit aller, c'est par là. Et donc, on y va. Et une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, en fait. On a, en fonction des sujets, des échanges avec nos utilisateurs pour vraiment qualifier que ce qu'on est en train de vouloir développer, ça va vraiment répondre à leur cas d'usage. C'est pas toujours évident de mettre des mots sur les problèmes des gens. Et une bonne partie de mon taf dans la phase amont, c'est clairement ça. Et de trouver en fait quel est le point d'équilibre entre développer une solution qui va être pratique et pragmatique pour adresser un besoin que j'ai bien identifié. Et finalement, une fois que j'ai fait ça, il reste encore plein d'étapes, le développement concret, technique, mais ça, c'est presque la partie la plus facile. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant de souligner cette approche hyper pragmatique, hyper terrain qu'on a, parce que comme tu le dis, les idées qu'on a de développement qu'on met dans la roadmap produit, elles viennent soit du terrain directement des Customer Success qui parlent aux utilisateurs, soit nous, on peut avoir une intuition, mais en fait, quand bien même on a une intuition, dans tous les cas, toi, tu vas la vérifier systématiquement sur le terrain. Je pense typiquement récemment, quand on a sorti le placement de trésor, dans toute la phase amont, tu as pris le temps, concrètement, tu as pris ton téléphone et tu as appelé une trentaine de clients Figure pour essayer de comprendre quelle était leur perception du sujet, pourquoi ils plaçaient ou ils plaçaient pas leur trésor, est-ce qu'ils étaient conscients du problème, est-ce qu'ils auraient envie de le faire chez nous. Le diable se cache dans les détails. Alors oui, un peu plus qu'une trentaine, mais en fait, on va faire du placement de trésorerie. Pour qui on va le faire? Pour les toutes petites boîtes, pour les moyennes boîtes, pour les plus grosses boîtes? Qui est déjà servi, qui n'est pas servi, qui a une bonne relation avec son conseiller bancaire en moyenne, qui ne l'a pas, qui a beaucoup de trésor, qui n'en a pas? En fait, c'est des questions extrêmement pratiques, mais si vous sortez une fonctionnalité comme le placement de trésorerie et que vous l'adressez à la mauvaise cible, vous n'allez pas placer 1 euro. Donc ouais, concrètement, il n'y a pas de miracle, il faut prendre son téléphone. Et ce qui est très important, c'est que toutes les décisions qui viennent du bas soient validées par le haut et que les décisions qui viennent du haut soient validées par le bas. Si jamais vous faites un fondeur, vous développez une fonctionnalité complètement hors sol, il ne va pas rentrer dans les détails qui vont permettre vraiment une utilisation propre de cette idée de base. À l'inverse, si vous partez des retours terrain sans les filtrer, sans les homogénéiser, sans trouver une cohérence, vous arrivez à un millefeuille fonctionnel qui est complètement inutilisable à la fin. Ouais. Ça me vient à ma probablement dernière question, c'est d'un point de vue produit, Figure dans 3 ans, ça ressemble à quoi? C'est comment tu auras envie de le pitcher en quelques phrases pour justement souligner la cohérence de l'outil qu'on aura réussi à construire? Alors, Figure, ça sera, mais c'est déjà, mais ça va le devenir encore plus, un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie qui est adapté par sa simplicité aux TPE et PME.
Ça va permettre 2 choses principalement. La première, c'est avoir une vue claire et précise sur l'évolution de cette trésorerie, à la fois sur la partie passée et sur la partie future, prévisionnelle. La deuxième chose que ça va permettre de faire, c'est de prendre des actions. À la fois parce qu'on a les bons outils d'analyse et de reporting, faire des scénarios, avoir les bons camemberts, avoir les bons tableaux, et derrière avoir les boutons dans l'interface en disant j'ai de la trésor en excédent pendant 45 jours, je clique sur le bouton et je la place pendant 45 jours et j'ai fait travailler ma trésor. J'ai besoin d'avoir un financement sur 90 jours dans 6 mois, et j'ai toutes les infos pour montrer à mon banquier que je suis un gars super sérieux, que je gère bien ma trésorerie et qu'elle est au cordeau. Je lui file les informations et en un clic, c'est bon, j'ai mon financement à des taux qui sont super intéressants et en un temps record. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Geoffrey, c'était un plaisir évidemment de pouvoir partager cet épisode ensemble qu'on voulait faire depuis un moment. Je pense qu'une fois de plus on a tenu la promesse du podcast qui est de partager toutes nos astuces, tous nos conseils et tous nos secrets sans jargon, sans bullshit, avec un maximum de concret. Donc un grand merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci François.